Chapitre 10. L'inégalité de la propriété du capital. Venons-en maintenant à la question de l'inégalité des patrimoines et de son évolution historique. La question est d'autant plus importante que la réduction des inégalités patrimoniales et des revenus qui en sont issus, observée au cours de la première moitié du XXe siècle, est la seule raison pour laquelle l'inégalité totale des revenus a diminué au cours de cette période. Pour la France, comme pour les États-Unis, nous avons vu que l'inégalité des revenus du travail n'avait pas diminué de façon structurelle entre les années 1900-1910 et 1950-1960, contrairement aux prédictions optimistes de la théorie de Kuznets, fondée sur l'idée d'un transfert graduel et mécanique de la main-d'œuvre des secteurs les moins bien payés vers les activités les mieux rémunérées, et que la forte baisse de l'inégalité totale des revenus s'expliquait pour l'essentiel par l'effondrement des hauts revenus du capital. Tous les éléments dont nous disposons indiquent qu'il en va de même pour tous les autres pays développés. Il est donc essentiel de comprendre comment et pourquoi cette compression historique des inégalités patrimoniales a eu lieu. L'importance de cette question est en outre renforcée par le fait que la concentration de la propriété du capital semble repartie à la hausse en ce début du XXIe siècle, tout cela dans un contexte de hausse tendancielle du rapport capital-revenu et de croissance faible. Ce possible processus de divergence patrimoniale suscite de multiples interrogations quant à son impact à long terme et apparaît dans une certaine mesure plus inquiétant encore que le processus de divergence des supercadres qui demeure à ce jour géographiquement localisé. L'hyperconcentration patrimoniale, Europe et Amérique. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre 7, la répartition des patrimoines, et donc des revenus du capital, est toujours beaucoup plus concentrée que celle des revenus du travail. Dans toutes les sociétés connues, à toutes les époques, la moitié de la population la plus pauvre en patrimoine ne détient presque rien, généralement à peine 5% du patrimoine total. Le décile supérieur de la hiérarchie des patrimoines possède une nette majorité de ce qu'il y a à posséder, généralement plus de 60% du patrimoine total et parfois jusqu'à 90%. Et la population comprise entre ces deux groupes, soit par construction 40% de la population, détient une part comprise entre 5% et 35% du patrimoine total. Nous avons également noté que l'émergence d'une véritable classe moyenne patrimoniale, c'est-à-dire le fait que ce groupe intermédiaire soit désormais nettement plus riche en patrimoine que la moitié la plus pauvre de la population et détienne collectivement entre un quart et un tiers du patrimoine national, constitue sans doute la plus importante transformation structurelle de la répartition des richesses sur longue période. Il nous faut maintenant comprendre les raisons de cette transformation. Pour cela, il faut commencer par préciser la chronologie. Quand et comment la réduction des inégalités patrimoniales a-t-elle commencé ? Il faut tout d'abord indiquer que les sources disponibles, à savoir principalement les données successorales, ne permettent malheureusement pas à ce jour d'étudier l'évolution historique des inégalités de patrimoine pour autant de pays que pour les inégalités de revenus. Nous disposons d'estimations historiques relativement complètes pour principalement 4 pays, France, Royaume-Uni, États-Unis et Suède. Les enseignements apportés par ces expériences sont toutefois relativement clairs et convergents, notamment pour ce qui concerne les similitudes et les différences entre les trajectoires européennes et américaines. En outre, l'immense avantage des données patrimoniales, par comparaison aux données portant sur les revenus, est qu'elles permettent dans certains cas de remonter beaucoup plus loin dans le temps. Nous allons exposer tour à tour les résultats obtenus pour ces 4 pays. La France, un observatoire des patrimoines. Le cas de la France est particulièrement intéressant car il s'agit du seul pays pour lequel nous disposons d'une source historique véritablement homogène, permettant d'étudier la répartition des patrimoines de façon continue depuis la fin du XVIIIe et le tout début du XIXe siècle. Cela s'explique par la mise en place, dès 1791, peu après l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse, d'un impôt sur les successions et les donations, et plus généralement d'un système d'enregistrement des patrimoines, étonnamment moderne et universel pour l'époque. Le nouvel impôt successoral mis en place par la Révolution française est universel en un triple sens. Il frappe de la même façon tous les types de biens et de propriétés,
terres agricoles, biens immobiliers, urbains et ruraux, liquidités, titres de la dette publique ou privée, actifs financiers de toute nature, actions, parts de société, meubles, objets précieux, etc., quels que soient leurs détenteurs, nobles ou roturiers, et quels que soient les montants concernés, si faibles soient-ils. L'objectif de cette réforme fondatrice n'était d'ailleurs pas seulement de rapporter des recettes fiscales au nouveau régime, mais également de permettre à l'administration de conserver la trace de l'ensemble des transmissions patrimoniales par succession au décès ou par donation du vivant des personnes, de façon à pouvoir garantir à tous le plein exercice du droit de propriété. Dans la langue administrative officielle, l'impôt sur les successions et donations a toujours fait partie, de la loi de 1791 à nos jours, de la catégorie plus large des droits d'enregistrement, et plus spécifiquement des droits de mutation, droits qui sont prélevés sur les mutations à titre gratuit, c'est-à-dire les transferts de titres de propriété effectués sans contrepartie financière par succession ou donation, mais également suivant des modalités particulières sur les mutations à titre onéreux, c'est-à-dire les transferts en échange d'argent ou d'autres titres. Il s'agit donc d'abord de permettre à chaque possédant, petit ou gros, d'enregistrer des biens et de pouvoir ainsi jouir en toute sécurité de son droit de propriété, et par exemple de faire appel à la force publique en cas de contestation. C'est ainsi que se met en place, à la fin des années 1790 et au tout début des années 1800, un système relativement complet d'enregistrement des propriétés, et en particulier un cadastre pour les biens immobiliers qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Nous reviendrons dans la 4e partie sur l'histoire des impôts successoraux dans les différents pays. À ce stade, les impôts nous intéressent principalement comme source. Notons donc simplement que dans la plupart des autres pays, il faut attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que se mettent en place des impôts comparables. Au Royaume-Uni, il faut attendre la réforme de 1894 pour que soient unifiés les droits prélevés sur les transmissions de biens immobiliers, real estate, et sur celles portant sur les actifs financiers et les biens personnels, personal estate, et les années 1910-1920 pour que des statistiques successorales homogènes portant sur l'ensemble des propriétés se mettent en place. Aux États-Unis, l'impôt fédéral sur les successions et donations n'est créé qu'en 1916, et encore ne porte-t-il que sur une petite minorité de la population. Il existe des impôts très hétérogènes au niveau des États concernant parfois des segments plus importants de propriétaires. La conséquence est qu'il est très difficile d'étudier dans ces deux pays l'évolution des inégalités patrimoniales avant la Première Guerre mondiale. Il existe certes de nombreux actes notariés et inventaires de biens au décès, mais il s'agit le plus souvent d'actes sous seing privés, portant sur des sous-ensembles particuliers de la population et des biens dont il n'est pas évident de tirer des conclusions générales. Cela est d'autant plus regrettable que la Première Guerre mondiale représente un choc considérable pour les patrimoines et leur répartition. L'un des principaux intérêts de l'étude du cas français est précisément de pouvoir mettre ce tournant essentiel dans une perspective historique plus longue, de 1791 à 1901. L'impôt sur les successions et donations est strictement proportionnel. Le taux varie suivant le lien de parenté, mais il est le même quel que soit le montant transmis, et il est le plus souvent très faible, généralement à peine 1% ou 2%. L'impôt devient légèrement progressif en 1901 à la suite d'une longue bataille parlementaire. L'administration, qui publiait déjà depuis les années 1820 des statistiques détaillées sur les flux annuels de succession et de donation, se met à établir à partir de 1902 toutes sortes de dépouillements par tranches de succession qui deviendront de plus en plus sophistiqués. Tri croisé par âge, niveau de succession, type de bien, etc., jusqu'aux années 1950-1960. À partir des années 1970-1980, il est possible d'utiliser des fichiers numériques comprenant des échantillons représentatifs de l'ensemble des déclarations de succession et de donation déposées en France au cours d'une année donnée, ce qui permet de prolonger ces dépouillements statistiques jusqu'aux années 2000-2010. Outre ces riches sources directement produites par l'administration fiscale au cours des 2 derniers siècles, nous avons également collecté des dizaines de milliers de déclarations individuelles qui ont été très bien conservées dans les archives nationales et départementales depuis les toutes premières années du XIXe siècle,
afin de constituer des échantillons de grande taille allant des années 1800-1810 aux années 2000-2010. Au final, les archives successorales françaises offrent un point de vue exceptionnellement riche et détaillé sur 2 siècles d'accumulation et de répartition des patrimoines. Les métamorphoses d'une société patrimoniale. Nous avons indiqué sur le graphique 10.1 les principaux résultats obtenus concernant l'évolution de la concentration patrimoniale de 1810 à 2010. La première conclusion est qu'aucune tendance à la réduction de l'inégalité de la propriété du capital n'est perceptible avant les chocs des années 1914-1945. On constate au contraire une légère tendance à la hausse tout au long du XIXe siècle, à partir d'un niveau de départ déjà très élevé, et même une accélération de la spirale inégalitaire au cours des années 1880-1913. Le décile supérieur de la hiérarchie des patrimoines détenait déjà entre 80 et 85% du patrimoine total au début du XIXe siècle. Il en détient près de 90% au début du XXe siècle. À lui seul, le centile supérieur de la répartition détenait entre 45 et 50% du patrimoine national dans les années 1800-1810. Cette part dépasse les 50% dans les années 1850-1860 et elle atteint 60% du patrimoine total vers 1900-1910. Lorsqu'on analyse ces données avec le recul historique dont nous disposons aujourd'hui, on ne peut qu'être frappé par l'impressionnante concentration des patrimoines qui caractérise la société française de la Belle Époque, en dépit de tous les discours rassurants des élites économiques et politiques de la Troisième République. À Paris, qui rassemble vers 1900-1910 à peine plus d'un 20e de la population française, mais le quart des patrimoines, la concentration des fortunes est plus élevée encore et semble progresser sans limite au cours des décennies précédant la Première Guerre mondiale. Dans la capitale, où les 2/3 de la population meurent quasiment sans aucun patrimoine à transmettre au XIXe siècle, contre environ la moitié dans le reste du pays, mais où se concentrent aussi les plus grandes fortunes, la part du centile supérieur est d'environ 55% au début du siècle, dépasse 60% dans les années 1880-1890, puis 70% à la veille de la Première Guerre mondiale. Voir graphique 10.2. Au vu de cette courbe, il est naturel de se demander jusqu'où la concentration des fortunes aurait pu monter en l'absence des guerres. Nos sources successorales permettent également de constater que l'inégalité des patrimoines est quasiment aussi forte à l'intérieur de chaque classe d'âge, et ce tout au long du XIXe siècle. Précisons à ce sujet que les estimations indiquées sur les graphiques 10.1, 10.2 et les graphiques suivants portent sur l'inégalité des patrimoines au sein de l'ensemble de la population adulte vivante à chaque date indiquée. Nous partons des patrimoines au décès, mais nous repondérons chaque observation en fonction du nombre de personnes vivantes au sein de cette classe d'âge au cours de l'année considérée. En pratique, cela ne fait pas beaucoup de différence. La concentration patrimoniale parmi les vivants est plus forte d'à peine quelques points que l'inégalité des fortunes au décès, et toutes les évolutions temporelles sont sensiblement les mêmes. Cette méthode dite du multiplicateur de mortalité, mortality multiplier, revient à repondérer chaque observation par l'inverse du taux de mortalité du groupe d'âge considéré. Un mort âgé de 40 ans représente plus de vivants qu'un mort âgé de 80 ans. Il faut également prendre en compte les différentiels de mortalité par niveau de richesse. Elle a été mise au point par des économistes et statisticiens français et britanniques dans les années 1900-1910, en particulier Mallet, Seay, Strutt et Stamp, puis a été utilisée dans toutes les recherches historiques ultérieures. Lorsqu'elles existent, les données issues des enquêtes sur les patrimoines ou des impôts annuels sur les patrimoines des vivants, en particulier dans les pays nordiques où de tels impôts existent depuis le début du XXe siècle, ou bien en France, avec les données issues de l'impôt sur la fortune des années 1990-2010, permettent de vérifier le bien fondé de cette méthode et d'affiner les hypothèses sur les différentiels de mortalité. Quelle était la concentration des patrimoines en vigueur en France au XVIIIe siècle et à la veille de la Révolution? En l'absence de sources comparables à la source successorale créée par les assemblées révolutionnaires,
On ne dispose pour l'Ancien Régime que d'actes sous seing privé, hétérogènes et incomplets, comme pour le Royaume-Uni et les États-Unis jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il est malheureusement impossible de faire des comparaisons précises. Mais tout semble indiquer que l'inégalité des patrimoines privés s'est légèrement réduite entre les années 1780 et les années 1800-1810, compte tenu des redistributions de terres agricoles et des annulations de titres de dette publique réalisées pendant la Révolution, et plus généralement, des chocs subis par les fortunes aristocratiques. Il est possible que la part du décile supérieur atteignait ou même dépassait légèrement 90% du patrimoine total à la veille de 1789 et que la part du centile supérieur atteignait, voire dépassait 60%. À l'inverse, le milliard des immigrés et le retour de la noblesse sur le devant de la scène politique ont favorisé la reconstitution d'un certain nombre de fortunes anciennes pendant la période des monarchies censitaires, 1815-1848. De fait, nos données successorales permettent de constater que le pourcentage de noms aristocratiques au sein du centile supérieur de la hiérarchie des patrimoines parisiens passe graduellement d'à peine 15% dans les années 1800-1810 à près de 30% dans les années 1840, avant de se mettre à décliner inexorablement à partir des années 1850-1860 et de tomber à moins de 10% dans les années 1890-1900. L'importance des mouvements entraînés par la Révolution française ne doit toutefois pas être exagérée. Pour finir, par-delà ces variations, probable baisse des inégalités patrimoniales des années 1780 aux années 1800-1810, puis hausse graduelle de 1810-1820 jusqu'en 1900-1910, notamment à partir des années 1870-1880, le fait majeur est la relative stabilité de l'inégalité de la propriété du capital à un niveau extrêmement élevé au cours des XVIIIe et XIXe siècles et jusqu'au début du XXe siècle. Tout au long de cette période, le décile supérieur détient toujours de l'ordre de 80-90% du patrimoine total et le centile supérieur environ 50-60%. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, la structure du capital s'est totalement transformée entre le XVIIIe et le début du XXe siècle. Le capital terrien a été presque entièrement remplacé par le capital industriel, financier et immobilier et ne pèse quasiment plus rien dans les patrimoines de la Belle Époque. Mais son niveau global, mesuré en années de revenu national, est resté relativement stable. En particulier, la Révolution française n'a eu que peu d'impact sur le rapport capital-revenu. Nous venons de voir qu'il en va de même pour la répartition du capital. Dans les années 1810-1820, à l'époque du père Goriot, de Rastignac et de mademoiselle Victorine, la fortune est sans doute légèrement moins inégalement répartie que sous l'Ancien Régime. Mais la différence est somme toute assez réduite. Il s'agit dans les deux cas de sociétés patrimoniales caractérisées par une hyperconcentration du capital, des sociétés dans lesquelles l'héritage et le mariage jouent un rôle essentiel et où mettre la main sur un patrimoine élevé apporte une aisance que les études et le travail ne peuvent permettre d'atteindre. À la Belle Époque, la fortune est encore plus concentrée qu'au moment du discours de Vautrin, mais il s'agit dans le fond de la même société et de la même structure fondamentale des inégalités de l'Ancien Régime à la Troisième République, en dépit des immenses transformations économiques et politiques qui ont eu lieu entre ces deux époques. Nos sources successorales permettent également de constater que la baisse de la part du décile supérieur dans le patrimoine national au XXe siècle s'est faite entièrement au bénéfice des 40% du milieu, et que la part des 50% les plus pauvres n'a guère évolué. Elle a toujours été inférieure à 5%. Tout au long du XIXe comme du XXe siècle, la moitié la plus pauvre de la population ne possède quasiment aucun patrimoine. En particulier, à l'âge du décès, on constate qu'environ la moitié la plus pauvre ne possède aucun actif immobilier ou financier susceptible d'être transmis, ou bien que les maigres biens sont entièrement absorbés par les frais liés au décès ou par les dettes, auquel cas les héritiers choisissent généralement de renoncer à l'héritage. Cette proportion dépasse les 2/3 des décès à Paris tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale sans tendance à la baisse. Ce vaste groupe inclut par exemple le père Goriot, qui meurt abandonné par ses filles dans la pauvreté la plus absolue. Sa logeuse, madame Vauquet,
réclame le reliquat de pension à Rastignac, qui doit aussi payer le coût de l'enterrement, qui à lui seul dépasse la valeur des maigres effets personnels du vieil homme. Si l'on considère l'ensemble de la France, c'est environ la moitié de la population qui meurt ainsi sans patrimoine à transmettre ou avec un patrimoine négatif au XIXe siècle, et cette proportion n'évoluera guère au XXe siècle. L'inégalité du capital dans l'Europe de la Belle Époque. Les données disponibles pour les autres pays européens, malgré leurs imperfections, démontrent sans ambiguïté que l'extrême concentration des patrimoines au XVIIIe et XIXe siècle, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, est un phénomène qui concerne l'ensemble de l'Europe, et pas seulement la France. Au Royaume-Uni, il existe à partir des années 1910-1920 des statistiques successorales détaillées qui ont été abondamment exploitées par les chercheurs, notamment par Atkinson et Harrison. Si on les complète par les estimations disponibles pour les années récentes, ainsi que par les estimations plus fragiles et moins homogènes réalisées par Peter Lindert pour 1810 et 1870, à partir d'échantillons d'inventaire au décès, on obtient une évolution d'ensemble très proche de la trajectoire française, avec un niveau général d'inégalité toujours un peu plus élevé outre-Manche. La part du décile supérieur était de l'ordre de 85% du patrimoine total en 1810-1870 et dépasse les 90% vers 1900-1910. La part du centile supérieur serait passée d'environ 55-60% du patrimoine total en 1810-1870 à près de 70% dans les années 1910. Voir graphique 10.3. Les sources britanniques sont imparfaites, en particulier pour le XIXe siècle, mais les ordres de grandeur sont parfaitement clairs. La concentration des patrimoines était extrêmement forte au Royaume-Uni au XIXe siècle et ne manifestait jusqu'en 1914 aucune tendance à la baisse, au contraire. D'un point de vue français, le plus frappant est que l'inégalité du capital était finalement à peine plus forte au Royaume-Uni qu'en France à la Belle Époque, alors même que les élites républicaines du moment aimaient décrire la France comme un pays égalitaire par comparaison aux voisins monarchiques d'outre-Manche. En vérité, la nature formelle du régime politique n'avait visiblement que peu d'impact sur la réalité de la répartition des richesses dans les deux pays. En Suède, où des données très riches débutant dans les années 1910 ont récemment été exploitées par Olsson, Royne et Waldenström, et où il existe également des estimations réalisées pour 1810 et 1870, notamment par Lee Soltow, on constate également une trajectoire très proche de ce que l'on observe en France et au Royaume-Uni. Voir graphique 10.4. En particulier, les sources patrimoniales suédoises confirment ce que nous avons déjà appris grâce aux déclarations de revenus. La Suède n'est pas le pays structurellement égalitaire que l'on imagine parfois. La concentration des patrimoines a certes atteint en Suède dans les années 1970-1980 le point le plus bas observé dans nos séries historiques, avec à peine plus de 50% du patrimoine total pour le décile supérieur et guère plus de 15% pour le centile supérieur. Mais outre qu'il s'agit tout de même d'une inégalité élevée qui a augmenté sensiblement depuis les années 1980-1990, la concentration des patrimoines au début des années 2010 semble à peine plus faible qu'en France, le fait important sur lequel il me semble essentiel d'insister ici est que la concentration des patrimoines en 1900-1910 était tout aussi forte en Suède qu'en France et au Royaume-Uni. Toutes les sociétés européennes à la Belle Époque semblent se caractériser par une très forte concentration des patrimoines. Il est essentiel de comprendre quelles en sont les raisons et pourquoi cette réalité s'est profondément transformée au cours du siècle dernier. Il est intéressant de noter que ce niveau extrême de concentration de patrimoine, de l'ordre de 80-90% du capital possédé par le décile supérieur, dont environ 50-60% pour le centile supérieur, semble également se retrouver approximativement dans la plupart des sociétés jusqu'au XIXe siècle, et en particulier dans les sociétés agraires traditionnelles, aussi bien à l'époque moderne qu'au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Les sources disponibles sont trop fragiles pour espérer faire des comparaisons précises et étudier des évolutions temporelles, mais les ordres de grandeur obtenus pour la part du décile supérieur et du centile supérieur dans le total des fortunes, en particulier dans le total des terres agricoles,
sont généralement très proches de ce que nous trouvons pour la France, le Royaume-Uni et la Suède du XIXe siècle et de la Belle Époque. L'émergence de la classe moyenne patrimoniale. La double interrogation qui va désormais nous préoccuper est donc la suivante. Pourquoi les inégalités patrimoniales étaient-elles si extrêmes, et même de plus en plus fortes, jusqu'à la Première Guerre mondiale? Et pourquoi, en dépit du fait que les patrimoines dans leur ensemble ont retrouvé en ce début de XXIe siècle leur prospérité du début du XXe siècle, comme le montre l'évolution du rapport capital-revenu, la concentration du capital se situe-t-elle aujourd'hui nettement au-dessous de ces records historiques? Et est-on bien sûr que ces raisons soient définitives et irréversibles? De fait, la seconde conclusion qui ressort très clairement des données françaises représentées sur le graphique 10.1 est que la concentration des patrimoines comme celle des revenus issus des patrimoines ne s'est apparemment jamais totalement remise des chocs des années 1914-1945. La part du décile supérieur, qui atteignait 90% du patrimoine total dans les années 1910, est tombée à 60-70% dans les années 1950-1970. La part du centile supérieur a chuté plus fortement encore, passant de 60% dans les années 1910 à 20-30% dans les années 1950-1970. Par comparaison aux tendances antérieures au premier conflit mondial, la rupture est nette et massive. Depuis les années 1980-1990, les inégalités patrimoniales sont certes reparties à la hausse et nous verrons que la globalisation financière rend de plus en plus difficile la mesure des patrimoines et de leur répartition dans le cadre national. L'inégalité du capital au XXIe siècle devra de plus en plus être envisagée au niveau mondial. Mais, quelles que soient ces incertitudes, il ne fait aucun doute que les inégalités patrimoniales se situent actuellement nettement au-dessous de ce qu'elles étaient il y a un siècle, environ 60-65% du patrimoine total pour le décile supérieur au début des années 2010, ce qui est à la fois très élevé et sensiblement plus faible qu'à la Belle Époque. La différence essentielle est qu'il existe maintenant une classe moyenne patrimoniale possédant environ un tiers du patrimoine national, ce qui n'est pas rien. Les données disponibles pour les autres pays européens montrent là encore qu'il s'agit d'un phénomène général. Au Royaume-Uni, la part du décile supérieur est passée de plus de 90% à la veille du premier conflit mondial à environ 60-65% dans les années 1970. Elle est actuellement de l'ordre de 70%. La part du centile supérieur s'est littéralement effondrée à la suite des chocs du XXe siècle, passant de près de 70% dans les années 1910 à guère plus de 20% dans les années 1970, pour finalement se situer aux alentours de 25-30% au début des années 2010. Voir graphique 10.3. En Suède, les niveaux de concentration du capital sont toujours un peu plus faibles qu'au Royaume-Uni, mais la trajectoire d'ensemble est finalement assez proche. Voir graphique 10.4. Dans tous les cas, on constate que la chute des 10% les plus riches de la hiérarchie des fortunes s'est faite pour l'essentiel au bénéfice de la classe moyenne patrimoniale, définie comme les 40% suivants, et non de la moitié la plus pauvre de la population, dont la part dans le patrimoine total a toujours été minuscule, généralement autour de 5%, y compris en Suède, où elle n'a jamais dépassé 10%. Dans certains cas, en particulier au Royaume-Uni, on constate que la chute des 1% les plus riches a également bénéficié pour une part non négligeable aux 9% suivants. Mais, par-delà les particularités nationales, la similitude générale entre les différentes trajectoires européennes est très frappante. La transformation structurelle majeure est l'apparition d'un groupe central représentant près de la moitié de la population, constitué de personnes ayant réussi à accéder au patrimoine et détenant collectivement entre un quart et un tiers du patrimoine national. L'inégalité du capital en Amérique. Examinons maintenant le cas américain. Là encore, il existe à partir des années 1910-1920 des statistiques successorales largement utilisées par les chercheurs, en particulier par Lampman, Kopchuk et Sayers, avec toutefois des limites importantes
liée au faible pourcentage de la population concernée par l'impôt fédéral sur les successions. Ces estimations peuvent être complétées par les enquêtes détaillées sur les patrimoines réalisées par la Federal Reserve américaine depuis les années 1960, exploitées notamment par Kenikel et Wolf, et par des estimations plus fragiles portant sur 1810 et 1870 et se fondant sur des inventaires au décès et un recensement des patrimoines exploités respectivement par Jones et Solto. On constate plusieurs différences importantes entre les trajectoires européennes et américaines. Tout d'abord, il semblerait que l'inégalité des patrimoines en vigueur aux États-Unis autour de 1800 n'était pas beaucoup plus élevée qu'en Suède dans les années 1970-1980. S'agissant d'un pays neuf, composé pour une large part d'une population de migrants arrivés au Nouveau Monde sans patrimoine, ou avec un capital limité, cela n'a rien de très étonnant. Le processus d'accumulation et concentration des fortunes n'a pas eu le temps de se mettre en place. Les données sont toutefois hautement imparfaites et varient fortement suivant que l'on considère les États du Nord, où des estimations indiquent des niveaux d'inégalité inférieurs à la Suède des années 1970-1980, ou les États du Sud, où l'inégalité est plus proche des niveaux européens de la même époque. La concentration croissante des patrimoines américains au cours du XIXe siècle semble bien établie. Autour de 1910, l'inégalité du capital est devenue très forte aux États-Unis, tout en demeurant sensiblement plus faible qu'en Europe, autour de 80% du patrimoine total pour le décile supérieur et environ 45% pour le centile supérieur. Voir graphique 10.5. Il est intéressant de noter que ce processus de rattrapage inégalitaire du Nouveau Monde sur la vieille Europe inquiétait beaucoup les économistes américains de l'époque. La lecture du livre consacré par Wilford King à la répartition des richesses aux États-Unis en 1915, première étude d'ensemble sur la question, est de ce point de vue particulièrement éclairante. Vu d'aujourd'hui, cela peut surprendre. Nous sommes habitués depuis quelques décennies maintenant à ce que les États-Unis soient plus inégalitaires que l'Europe, et même souvent se revendiquent comme tels. L'inégalité américaine est régulièrement décrite outre-Atlantique comme une condition du dynamisme entrepreneurial et l'Europe comme un temple de l'égalitarisme soviétoïde. Mais il y a un siècle, les perceptions comme la réalité étaient rigoureusement inverses. Il était évident pour tout le monde que le Nouveau Monde était par nature moins inégalitaire que la vieille Europe, et cette différence était également un sujet de fierté. À la fin du XIXe siècle, au cours de la période dite du Gilded Age, où s'accumulent aux États-Unis des fortunes industrielles et financières inconnues jusqu'alors, c'est l'époque des Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan, de nombreux observateurs outre-Atlantique s'alarment à l'idée que le pays puisse perdre son esprit pionnier et égalitaire, en partie mythique, certes, mais partiellement justifié par comparaison à la concentration des fortunes européennes. Nous verrons dans la prochaine partie que cette peur de ressembler à l'Europe explique sans doute en partie l'invention en Amérique à partir des années 1910-1920 d'une fiscalité lourdement progressive sur les grosses successions, jugées contraires aux valeurs américaines, ainsi que sur les revenus jugés excessifs. C'est peu dire que les perceptions de l'inégalité, de la redistribution et des différentes identités nationales ont beaucoup changé depuis un siècle. L'inégalité américaine des patrimoines diminue au cours de la période 1910-1950, de même que l'inégalité des revenus, mais beaucoup moins fortement qu'en Europe. Il faut dire qu'elle part de moins haut et que les chocs causés par les guerres sont moins violents. Au début des années 2010, la part du décile supérieur dépasse les 70% du patrimoine total et celle du centile supérieur avoisine les 35%. Au final, la déconcentration des patrimoines a été relativement limitée aux États-Unis au cours du siècle écoulé. La part du décile supérieur est passée de 80% à 70% du patrimoine total, alors qu'elle est passée de 90 à 60% en Europe, voire graphique 10.6. La moyenne européenne a été calculée à partir des cas de la France, du Royaume-Uni et de la Suède, car tout indique qu'ils sont représentatifs. On voit tout ce qui sépare les expériences européennes et américaines. En Europe, le XXe siècle a conduit à une transformation complète de la société.
Les inégalités de fortune, qui à la veille du premier conflit mondial étaient aussi fortes que sous l'Ancien Régime, se sont réduites à un niveau inconnu auparavant, à tel point que près de la moitié de la population a pu accéder à un minimum de patrimoine et a pu pour la première fois posséder collectivement une part non négligeable du capital national. Cela explique, au moins en partie, le grand élan d'optimisme qui anime l'Europe pendant les 30 Glorieuses. On a l'impression d'avoir dépassé le capitalisme, les inégalités et la société de classe du passé, ainsi sans doute que les plus grandes difficultés à accepter depuis les années 1980 que cette irrésistible marche en avant vers le progrès social se soit enrayée. On se demande encore quand le mauvais génie capitaliste va retourner dans sa bouteille. Aux États-Unis, les perceptions sont très différentes. Dans une certaine mesure, il existait déjà une classe moyenne patrimoniale, blanche, au début du XIXe siècle. Elle a été mise à mal pendant le Gilded Age, puis a repris des couleurs au milieu du XXe siècle, et est de nouveau mise à mal depuis les années 1970-1980. Ce yo-yo américain se retrouve d'ailleurs dans l'histoire fiscale du pays. Aux États-Unis, le XXe siècle n'est pas synonyme de grand bond en avant en matière de justice sociale. Les inégalités patrimoniales américaines sont en réalité plus fortes au début du XXIe siècle qu'elles ne l'étaient au début du XIXe. Aux États-Unis, le paradis perdu est celui des origines, celui dont parlent les Tea Parties, et non celui des 30 Glorieuses et de ses interventions étatiques destinées à faire courber l'échine au capital. La mécanique de la divergence patrimoniale, R versus G dans l'histoire. Essayons maintenant d'expliquer les faits observés. L'hyperconcentration patrimoniale qui caractérise l'Europe au XIXe siècle et jusqu'au premier conflit mondial. La forte compression de l'inégalité du capital à la suite des chocs des années 1914-1945. Et le fait que la concentration des patrimoines n'ait à ce jour pas retrouvé ses records européens du passé. Précisons qu'aucune donnée à ma connaissance ne permet de déterminer avec certitude la part exacte des différents mécanismes dans le mouvement d'ensemble. On peut toutefois tenter de les hiérarchiser sur la base des sources et des analyses dont nous disposons. Voici la principale conclusion à laquelle je suis parvenu. La force principale, expliquant l'hyperconcentration patrimoniale observée dans les sociétés agraires traditionnelles et dans une large mesure dans toutes les sociétés jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cas des sociétés pionnières du Nouveau Monde est, pour des raisons évidentes, très particulier et peu représentatif au niveau mondial et à très long terme, est lié au fait qu'il s'agit d'économies caractérisées par une faible croissance et par un taux de rendement du capital nettement et durablement supérieur au taux de croissance. Cette force de divergence fondamentale, déjà évoquée dans l'introduction, fonctionne de la façon suivante. Considérons un monde de croissance faible, par exemple de l'ordre de 0,51% par an, comme cela était le cas jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle. Le taux de rendement du capital, dont nous avons vu qu'il était généralement de l'ordre de 4-5% par an, est par construction beaucoup plus élevé que le taux de croissance dans de telles sociétés. Concrètement, cela signifie que les patrimoines issus du passé se recapitalisent beaucoup plus vite que la croissance de l'économie, y compris en l'absence de tout revenu du travail. Par exemple, si G égale 1% et R égale 5%, alors il suffit d'épargner 1/5 des revenus du capital et de consommer les 4 autres cinquièmes, pour qu'un capital hérité de la génération précédente progresse au même rythme que l'économie dans son ensemble. Si l'on épargne davantage, par exemple, parce que le capital est suffisamment considérable pour générer un train de vie acceptable en consommant une fraction plus réduite des rentes annuelles, le patrimoine s'accroîtra plus vite que la moyenne de l'économie et les inégalités patrimoniales auront tendance à s'élargir, tout cela sans qu'il soit nécessaire d'apporter le moindre revenu du travail. On voit donc, d'un strict point de vue logique, qu'il s'agit de conditions idéales pour que prospère une société d'héritiers, une société caractérisée à la fois par une très forte concentration patrimoniale et une grande pérennité dans le temps et à travers les générations de ces patrimoines élevés. Or, il se trouve qu'il s'agit très précisément des conditions qui caractérisent nombre de sociétés dans l'histoire, et en particulier les sociétés européennes au XIXe siècle. Comme l'indique le graphique 10.7,
le taux de rendement pur du capital était nettement plus élevé que le taux de croissance en France de 1820 à 1913, en moyenne de l'ordre de 5%, alors que la croissance fluctuait autour de 1% par an. Les revenus du capital représentaient près de 40% du revenu national, et il suffisait d'en épargner un quart pour générer un taux d'épargne de l'ordre de 10%, voire graphique 10,8, et permettre ainsi au patrimoine de progresser un peu plus vite que les revenus et à la concentration des patrimoines de croître tendanciellement. Nous verrons dans le prochain chapitre que l'essentiel des patrimoines au cours de cette période provient effectivement de l'héritage, et que cette suprématie des capitaux hérités, en dépit d'un grand dynamisme économique pour l'époque et d'une impressionnante sophistication financière, s'explique par les effets dynamiques de l'inégalité fondamentale R supérieur à G. Les très riches données successorales françaises permettent d'être extrêmement précis sur ce point. Pourquoi le rendement du capital est-il supérieur au taux de croissance ? Poursuivons le raisonnement logique. Existe-t-il des raisons profondes expliquant pourquoi le rendement du capital devrait être systématiquement supérieur au taux de croissance ? Précisons d'emblée qu'il s'agit à mes yeux davantage d'une réalité historique que d'une nécessité logique absolue. Tout d'abord, l'inégalité fondamentale R supérieure à G correspond effectivement à une réalité historique incontestable. Confrontés pour la première fois à cette affirmation, de nombreux interlocuteurs commencent souvent par s'étonner et par s'interroger sur la possibilité logique d'une telle relation. La façon la plus évidente de se convaincre que l'inégalité R supérieure à G est bel et bien une réalité historique est sans doute la suivante. Comme nous l'avons vu dans la première partie, le taux de croissance a été quasi nul pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. En combinant croissance démographique et économique, on peut considérer que le taux de croissance global entre l'Antiquité et le XVIIe siècle n'a jamais excédé durablement 0,1%, 0,2% par an. Quelles que soient les incertitudes historiques, il ne fait aucun doute que le taux de rendement du capital a toujours été nettement supérieur. La valeur centrale observée sur la longue durée gravite autour d'un rendement de 4-5% par an. Il s'agit notamment de ce que rapporte la rente foncière, en pourcentage de la valeur des terres dans la plupart des sociétés agraires traditionnelles. Même en adoptant une estimation beaucoup plus basse du rendement pur du capital, par exemple en considérant comme nombre de propriétaires terriens à travers l'histoire qu'il n'est pas si simple de gérer un vaste domaine, et qu'une partie de ce rendement correspond en réalité à la juste rémunération du travail hautement qualifié apporté par le possédant, on aboutirait à un rendement minimal, et à mon sens peu réaliste et sensiblement trop faible, d'au moins 2-3% par an. Cela serait dans tous les cas nettement supérieur à 0,1-0,2%. Pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, le fait majeur est que le taux de rendement du capital a toujours été au moins 10 ou 20 fois supérieur au taux de croissance de la production et du revenu. Il s'agissait, dans une large mesure, du fondement même de la société. C'est ce qui permettait à une classe de possédants de se consacrer à autre chose que sa propre subsistance. Afin d'illustrer ce point de la façon la plus claire possible, j'ai représenté sur le graphique 10.9 l'évolution au niveau mondial du taux de rendement du capital et du taux de croissance depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Il s'agit évidemment d'estimations approximatives et incertaines, mais les ordres de grandeur et les évolutions d'ensemble peuvent être considérés comme valables. Pour le taux de croissance au niveau mondial, j'ai repris les estimations historiques et les prévisions pour l'avenir analysées dans la première partie. Pour le taux de rendement du capital au niveau mondial, il s'agit pour la période 1700-2010 des estimations du rendement pur du capital obtenu pour le Royaume-Uni et la France et analysées dans la deuxième partie. Pour les périodes antérieures, j'ai retenu un rendement pur de 4,5%, ce qui doit être considéré comme une valeur minimale. Les données historiques disponibles suggèrent plutôt des rendements moyens de l'ordre de 5-6%. Pour le XXIe siècle, j'ai supposé que la valeur observée au cours de la période 1990-2010, soit environ 4%, allait se prolonger. Mais tout cela est bien sûr incertain.
Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, il existe des forces poussant vers une diminution de ce rendement et d'autres allant dans la direction de son augmentation. Précisons également que les rendements du capital en France, indiqués sur le graphique 10.8, sont des rendements avant impôt et avant prise en compte des pertes en capital liées aux guerres et des plus-values et moins-values particulièrement importantes au cours du XXe siècle. On constate sur le graphique 10.9 que le taux de rendement pur du capital, généralement 4-5%, a toujours été nettement supérieur au taux de croissance mondiale au cours de l'histoire, mais que l'écart s'est fortement resserré au cours du XXe siècle, et notamment dans la seconde moitié du siècle, quand la croissance mondiale a atteint 3,5-4% par an. Selon toute vraisemblance, l'écart devrait s'élargir de nouveau au cours du XXIe siècle au fur et à mesure du ralentissement de la croissance, notamment démographique. D'après le scénario central, analysé dans la première partie, le taux de croissance mondiale pourrait être de l'ordre de 1,5% par an entre 2050 et 2100, soit approximativement le même niveau qu'au XIXe siècle. L'écart entre R et G retrouverait alors un niveau comparable à celui qui prévalait pendant la révolution industrielle. On voit immédiatement le rôle central que peuvent jouer les impôts sur le capital et les chocs de diverses natures dans un tel contexte. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les impôts sur le capital étaient très réduits. Il n'existait dans la plupart des pays ni impôt sur les revenus, ni impôt sur les bénéfices des sociétés, et les taux des impôts successoraux ne dépassaient généralement pas quelques pourcents. On peut donc considérer, pour simplifier, que les taux de rendement avant et après impôt étaient quasiment les mêmes. À partir de la Première Guerre mondiale, les taux des impôts sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines les plus élevés atteignent rapidement des niveaux importants. Depuis les années 1980-1990, dans un contexte idéologique largement transformé, de plus en plus marqué par la globalisation financière et la concurrence exacerbée entre États pour attirer les capitaux, les taux de ces impôts se mettent à baisser et dans certains cas ne sont pas loin de disparaître purement et simplement. J'ai indiqué sur le graphique 10.10 des estimations du rendement moyen du capital après prise en compte des impôts et après déduction d'une estimation moyenne des pertes en capital liées aux destructions pour la période 1913-1950. Pour fixer les idées, j'ai également supposé que la concurrence fiscale allait conduire progressivement à une disparition complète des impôts sur le capital au cours du XXIe siècle. Le taux moyen d'imposition du rendement du capital est fixé à 30% pour la période 1913-2012, puis passe à 10% en 2012-2050 et 0% en 2050-2100. En pratique, les choses sont plus compliquées. Les impôts varient énormément suivant les pays et les types de patrimoine. Ils peuvent parfois être progressifs, c'est-à-dire que leur taux augmente avec le niveau de revenu ou de patrimoine, tout du moins en principe. Et rien ne dit, évidemment, que la concurrence fiscale ira jusqu'à son terme. Nous reprendrons l'étude de cette question dans la 4e partie. On constate que le rendement net d'impôt et net de perte est tombé à tout juste 1,5% par an au cours de la période 1913-1950, c'est-à-dire au-dessous du taux de croissance. Cette situation inédite s'est produite de nouveau entre 1950 et 2012, compte tenu du taux de croissance exceptionnellement élevé. Au final, on observe que les chocs fiscaux et non fiscaux du XXe siècle ont conduit pour la première fois dans l'histoire le rendement net du capital à passer au-dessous du taux de croissance. Par une conjonction de facteurs, destruction liées aux guerres, politique fiscale progressive entraînée par les chocs des années 1914-1945, croissance exceptionnelle des Trente Glorieuses, cette situation inhabituelle, eu égard à l'histoire, s'est prolongée pendant tout un siècle. Tout laisse à penser qu'elle est sur le point de prendre fin. Si la concurrence fiscale va jusqu'à son terme, ce qui n'est pas exclu, l'écart entre R et G retrouvera au cours du XXIe siècle un niveau proche du XIXe siècle. Si l'imposition moyenne du capital se maintient à un niveau de l'ordre de 30%, ce qui n'a rien d'évident, alors le rendement net du capital repassera probablement dans tous les cas nettement au-dessus du taux de croissance, tout du moins dans le scénario central. Afin de faire apparaître cette possible évolution de façon plus claire encore, j'ai regroupé sur le graphique 10.11
les deux sous-périodes 1913-1950 et 1950-2012 en une seule moyenne pour l'ensemble du siècle 1913-2012, période inédite au cours de laquelle le rendement net du capital a été inférieur à la croissance. J'ai également regroupé les deux sous-périodes 2012-2050 et 2050-2100 en une seule moyenne séculaire 2012-2100, et nous avons supposé que les taux de la seconde moitié du XXIe siècle se maintiendraient au XXIIe siècle, ce qui est évidemment tout à fait incertain. Le taux de rendement du capital, après impôts et pertes en capital, est tombé au-dessous du taux de croissance au XXe siècle et pourrait repasser au-dessus au XXIe siècle. Ce graphique 10.11 a au moins le mérite de faire apparaître le caractère tout à fait inhabituel et potentiellement unique du XXe siècle pour ce qui concerne la comparaison de R et de G. On peut également noter que l'hypothèse d'une croissance mondiale de 1,5% par an à très long terme est aux yeux de nombreux observateurs excessivement optimiste. Rappelons que la croissance moyenne de la production par habitant a été de 0,8% par an au niveau mondial entre 1700 et 2012, et que la croissance démographique, également de 0,8% sur les 3 derniers siècles, devrait, d'après les prévisions les plus répandues, s'abaisser fortement d'ici à la fin du XXIe siècle. Il faut cependant souligner que la principale limite du graphique 10.11 est qu'il suppose par définition qu'aucune réaction politique notoire ne viendra altérer le cours du capitalisme et de la globalisation financière au cours des 2 prochains siècles. Ce qui, au vu de l'histoire mouvementée du siècle passé, est évidemment une hypothèse forte et, à mon sens, assez peu plausible, précisément parce que les conséquences inégalitaires d'une telle situation seraient considérables et ne seraient sans doute pas acceptées durablement. Nous reviendrons amplement sur cette délicate question. Pour résumer, on voit donc que l'inégalité R supérieure à G correspond certes à une réalité historique incontestable, vérifiée jusqu'au premier conflit mondial, et sans doute de nouveau au XXIe siècle, mais qu'il s'agit d'une réalité sociale et politique qui dépend pour une large part des chocs subis par les patrimoines, ainsi que des politiques publiques et des institutions mises en place pour réguler le rapport capital-travail. La question de la préférence pour le présent. Reprenons. L'inégalité R supérieure à G correspond avant tout à une réalité historique plus ou moins vérifiée suivant les périodes et la conjoncture politique. D'un point de vue strictement logique, on peut tout à fait imaginer des sociétés où le taux de croissance serait naturellement supérieur au rendement du capital, y compris d'ailleurs en l'absence de toute intervention publique. Tout dépend d'une part de la technologie, à quoi sert le capital, et d'autre part des attitudes face à l'épargne et à la propriété. Pourquoi choisit-on de détenir du capital ? Comme nous l'avons noté dans la deuxième partie, on peut dans l'absolu tout à fait imaginer des sociétés où le capital ne servirait à rien et se réduirait à une pure réserve de valeur avec un rendement rigoureusement nul, mais dont les habitants choisiraient d'en détenir en grande quantité, en prévision par exemple d'une catastrophe future ou d'un grand potlatch, ou bien simplement parce qu'il s'agirait d'une population particulièrement patiente et prévoyante pour les générations futures. Si cette société se caractérise de surcroît par une croissance rapide de la productivité du travail, grâce à des inventions incessantes, ou bien parce que le pays est engagé dans un processus de rattrapage accéléré sur d'autres pays techniquement plus avancés, il se peut très bien que le taux de croissance soit nettement supérieur au rendement du capital. En pratique, cependant, il ne semble pas exister d'exemple de société dans l'histoire où le taux de rendement du capital soit tombé naturellement et durablement à des niveaux inférieurs à 2-3% et les valeurs moyennes habituellement observées, au-delà de la diversité des placements et des rendements, sont généralement plus proches de 4-5% avant impôt. En particulier, le rendement des terres agricoles dans les sociétés traditionnelles, comme le rendement des biens immobiliers dans les sociétés contemporaines, qui constituent dans les 2 cas les formes de propriété les plus répandues et les plus sûres, est généralement de l'ordre de 4-5% par an, avec peut-être une légère tendance à la baisse sur très longue période, 3-4% au lieu de 4-5%, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie.
Le modèle économique le plus souvent utilisé pour expliquer cette relative stabilité du rendement du capital autour de 4-5% et le fait qu'il ne descende jamais au-dessous de 2-3% repose sur la notion de préférence pour le présent. Autrement dit, les agents économiques se caractériseraient par un taux de préférence pour le présent, souvent noté θ, mesurant leur impatience et leur façon de prendre en compte l'avenir. Par exemple, si θ égale 5%, cela signifie qu'ils sont prêts à sacrifier 105 € de consommation l'année prochaine pour pouvoir consommer 100 € supplémentaires dès cette année. Cette théorie, comme souvent avec les modèles théoriques des économistes, a un côté légèrement tautologique. On peut toujours expliquer n'importe quel comportement observé en supposant que les personnes concernées ont des préférences, des fonctions d'utilité, dans le langage de la profession, les poussant à agir en ce sens. Ce qu'apporte réellement une telle explication n'est pas toujours très clair. Et un pouvoir prédictif radical et implacable. En l'occurrence, dans une économie de croissance nulle, on ne sera pas surpris d'apprendre que le taux de rendement du capital R doit être rigoureusement égal au taux de préférence pour le présent θ. Selon cette théorie, la stabilité historique du rendement du capital autour de 4-5% s'expliquerait donc par des raisons psychologiques. L'impatience humaine et les dispositions moyennes de l'espèce impliqueraient que le rendement du capital ne peut guère s'éloigner d'un tel niveau. Outre son caractère tautologique, cette théorie pose un certain nombre de difficultés. Certes, l'intuition générale véhiculée par ce modèle explicatif, de même par exemple que par la théorie de la productivité marginale, ne peut pas être entièrement fausse. Toutes choses égales par ailleurs, une société plus patiente, ou qui prévoit des chocs difficiles pour l'avenir, aura sans doute tendance à faire plus de réserves et à accumuler davantage de capital. De même, dans une société où l'on aurait accumulé tellement de capital que le rendement serait tombé durablement à un niveau extrêmement faible, par exemple à peine 1% par an, ou bien où toutes les formes de détention de patrimoine, y compris au sein des classes modestes et moyennes, seraient tellement taxées que le rendement net serait tombé à ce niveau, il est probable qu'une part non négligeable des détenteurs de patrimoine chercherait à se défaire de leurs terres, de leurs maisons et de leurs actifs financiers, si bien que le stock total de capital se mettrait sans doute à diminuer, jusqu'à ce que le rendement remonte quelque peu. Le problème de cette théorie est qu'elle est trop systématique et simpliste. Il est impossible de résumer tous les comportements d'épargne, toutes les attitudes face à l'avenir, à partir d'un unique et indépassable paramètre psychologique. Si l'on prend au sérieux la version la plus extrême de ce modèle dit à horizon infini, car les agents calculent les conséquences de leur stratégie d'épargne pour leurs descendants les plus éloignés, comme s'il s'agissait d'eux-mêmes, à l'aune de leur taux de préférence pour le présent, alors l'implication serait qu'il est impossible de faire varier, ne serait-ce que d'0,1%, le taux de rendement net du capital. Toute tentative en ce sens, par exemple au travers de la politique fiscale, déclencherait une réaction infiniment forte dans un sens ou dans l'autre, en termes d'épargne ou de désépargne, de façon que le rendement net revienne à son unique équilibre. Une telle prédiction n'est guère réaliste. Toutes les expériences historiques démontrent que l'élasticité de l'épargne est sans doute positive, mais certainement pas infinie, surtout tant que le rendement varie dans des proportions modérées et raisonnables. Une autre difficulté de ce modèle théorique, interprété dans sa version la plus stricte, est qu'il implique que le taux de rendement du capital R devrait, pour maintenir l'économie en équilibre, progresser très fortement avec le taux de croissance G, à tel point que l'écart entre R et G devrait être sensiblement plus élevé dans un monde en croissance forte que dans un monde en croissance nulle. De nouveau, cette prédiction peu réaliste et peu conforme à l'expérience historique, il est possible que le rendement du capital s'élève dans une économie de croissance forte, mais sans doute pas suffisamment pour que l'écart R-G augmente significativement, tout du moins, si l'on en croit les expériences observées, provient de l'hypothèse d'horizon infini. On peut toutefois noter que ce mécanisme contient une intuition en partie valide et en tout état de cause intéressante d'un strict point de vue logique. Dans ce modèle économique standard, reposant en particulier sur l'existence d'un marché parfait du capital,
Chacun obtient comme rendement pour son épargne la productivité marginale du capital la plus élevée disponible dans l'économie, et chacun peut également emprunter autant qu'il le souhaite à ce taux. La raison pour laquelle le rendement du capital R est systématiquement et nécessairement plus élevé que le taux de croissance G est la suivante. Si R était inférieur à G, alors les agents économiques, en constatant que leurs revenus futurs et ceux de leurs descendants augmentent plus vite que le taux auquel il est possible d'emprunter, se sentiraient infiniment riches et auraient tendance à vouloir emprunter sans limite afin de consommer ces ressources immédiatement, jusqu'à ce que le taux R repasse au-dessus du taux G. Sous sa forme extrême, ce mécanisme n'est pas entièrement plausible, mais il montre que l'inégalité R supérieure à G est parfaitement vérifiée dans les modèles économiques les plus standards, et a même d'autant plus de chances d'être vérifiée que le marché du capital fonctionne de façon efficace. Résumons. Les comportements d'épargne et les attitudes face à l'avenir ne peuvent être résumés par un unique paramètre. Ces choix doivent être analysés dans le cadre de modèles plus complexes, mettant en jeu des considérations portant à la fois sur la préférence pour le présent, l'épargne de précaution, les effets liés au cycle de vie, l'importance que l'on attache à la richesse en tant que telle, et tant d'autres encore. Ces choix dépendent de l'environnement social et institutionnel, par exemple du système public de retraite, de stratégies et de pression familiale, de limitations que les différents groupes sociaux s'imposent à eux-mêmes, comme certains fiefs dans les lignées aristocratiques qui ne peuvent être vendus librement par les héritiers, autant que de facteurs psychologiques et culturels individuels. À mes yeux, l'inégalité R supérieure à G doit être analysée avant tout comme une réalité historique, dépendant de multiples mécanismes, et non comme une nécessité logique absolue. Elle résulte de la conjonction de plusieurs forces, largement indépendantes les unes des autres. D'une part, le taux de croissance G est structurellement relativement faible, généralement à peine plus de 1% par an, dès lors que la transition démographique est accomplie et que le pays considéré se trouve à la frontière technologique mondiale, où le rythme d'innovation est relativement lent. D'autre part, le taux de rendement du capital R dépend de nombreux paramètres technologiques, psychologiques, sociaux, culturels, etc., dont la conjonction semble généralement déboucher sur un rendement de l'ordre de 4-5%, ou en tout état de cause, nettement supérieur à 1%. Existe-t-il une répartition d'équilibre? Venons-en maintenant aux conséquences de l'inégalité R supérieure à G sur la dynamique de la concentration des patrimoines. Comme nous l'avons déjà noté, le fait que le rendement du capital dépasse nettement et durablement le taux de croissance est une force poussant vers l'élargissement des inégalités patrimoniales. Par exemple, si G égale 1% et R égale 5%, alors il suffit que les détenteurs de patrimoine élevé choisissent de réinvestir chaque année plus de 1/5 du revenu de leur capital pour que ces patrimoines s'accroissent plus vite que le revenu moyen de la société en question. Dans ces conditions, les seules forces permettant d'éviter une spirale inégalitaire indéfinie et capable de faire en sorte que les inégalités patrimoniales se stabilisent à un niveau fini sont les suivantes. D'une part, si les détenteurs de patrimoine dans leur ensemble accroissent leur fortune plus vite que le revenu moyen, alors le rapport capital-revenu aura tendance à augmenter sans limite, ce qui à long terme devrait conduire à une baisse du taux de rendement du capital. Cela dit, ce mécanisme peut prendre des décennies, surtout dans le cadre d'une économie ouverte où les détenteurs de patrimoine peuvent accumuler des actifs étrangers, comme cela a été le cas au Royaume-Uni et en France au XIXe siècle et jusqu'au premier conflit mondial. En principe, ce processus finit toujours par s'arrêter à un moment, quand les détenteurs d'actifs étrangers finissent par posséder la planète entière, mais évidemment, cela peut prendre un certain temps. Cela explique pour une large part l'accroissement apparemment sans limite des centiles supérieurs de la hiérarchie britannique et française des patrimoines à la Belle Époque. D'autre part, au niveau des trajectoires patrimoniales individuelles, ce processus de divergence peut être contrecarré par divers types de chocs. Par exemple, des chocs démographiques, l'absence de descendants valides, ou au contraire un trop grand nombre de descendants, conduisant par là même à un émiettement du capital familial,
ou bien des disparitions précoces ou trop tardives, ou encore des chocs économiques, par exemple un mauvais investissement, une révolte paysanne, une crise financière, un rendement médiocre et ainsi de suite. Il existe toujours des chocs de cette nature au sein des familles, qui font que même les sociétés les plus immobiles connaissent toujours un certain renouvellement. Mais le point essentiel est que pour une structure de choc donnée, une forte inégalité RG conduit mécaniquement à une concentration extrême des patrimoines. Entails et substitutions héréditaires. On notera également au passage l'importance des choix démographiques. Moins les riches ont d'enfants, et plus la concentration patrimoniale sera forte, et bien entendu, des règles de transmission. Nombre de sociétés aristocratiques traditionnelles reposent sur le principe de la primogéniture accordant au fils aîné la totalité de l'héritage, ou tout du moins une part disproportionnée du patrimoine parental, de façon précisément à éviter l'émiettement et à préserver ou à accroître la fortune familiale. Ce privilège donné à l'aîné concerne notamment le domaine terrien principal, souvent avec des contraintes pesant sur la propriété. L'héritier ne peut dilapider le bien et doit se contenter de consommer les revenus du capital, qui est ensuite transmis à l'héritier suivant dans l'ordre de succession, généralement le petit-fils aîné. Il s'agit du système des entails en droit britannique, ou du système équivalent de la substitution héréditaire dans l'ancien régime français. C'est l'origine du malheur d'Elinor et de Marianne dans Le cœur et la raison. Le domaine de Norland passe directement de leur père à leur demi-frère John Dashwood, qui, après y avoir doctement réfléchi avec sa femme Fanny, décide finalement de ne rien leur laisser. Le destin des deux sœurs est tout entier tracé par ce terrible dialogue. Dans Persuasion, le patrimoine de Sir Walter passe directement à son neveu, au détriment, là encore, de ses 3 filles. Jane Austen, elle-même peu gâtée par l'héritage, et qui, comme sa sœur, restera vieille fille, sait de quoi elle parle. En matière patrimoniale, la Révolution française et le Code civil, qui en est issu, sont assis sur 2 piliers essentiels. L'abolition des substitutions héréditaires et l'abolition de la primogéniture, avec l'affirmation du principe de division égalitaire des biens entre les frères et les sœurs. Ce principe s'est appliqué avec constance et rigueur depuis 1804. En France, la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine dont les parents peuvent disposer librement par testament, ne représente qu'un quart des biens pour les parents de 3 enfants ou plus, et on ne peut y déroger que dans des circonstances extrêmes, par exemple si vos enfants ont assassiné votre nouveau conjoint. Il est important de bien comprendre que cette double abolition repose à la fois sur un principe d'égalité, les cadets, cadettes, Benjamin et Benjamine valent autant que les aînés et aînés, et rien ne saurait y déroger, quels que soient les caprices des parents, et sur un principe de liberté et d'efficacité économique. En particulier, l'abolition des entails, qu'Adam Smith n'aimait guère, et que Voltaire, Rousseau et Montesquieu abhorraient, repose sur une idée simple, la libre circulation des biens et la possibilité de les réallouer en permanence vers le meilleur usage possible en fonction du jugement de la génération vivante, quoi qu'aient pu en penser les ancêtres aujourd'hui disparus. Il est intéressant de noter que la Révolution américaine, non sans débat, a abouti au même choix. Les entails ont été interdits, y compris dans les États du Sud, suivant la formule célèbre de Thomas Jefferson, « Le monde appartient aux vivants ». Et le principe de division égalitaire des héritages à l'intérieur des fratries a été inscrit dans la loi comme règle par défaut, c'est-à-dire en l'absence de testament contraire, ce qui est essentiel. La liberté testamentaire intégrale continue certes de prévaloir aujourd'hui encore aux États-Unis, sans aucune réserve héréditaire, de même d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, mais en pratique, c'est la règle par défaut qui s'applique dans l'immense majorité des cas. Il s'agit là d'une différence essentielle entre la France et les États-Unis, d'une part, où s'applique dès le XIXe siècle le principe de partage égalitaire entre les vivants, et le Royaume-Uni, d'autre part, où la primogéniture continuera de s'appliquer comme règle par défaut jusqu'en 1925 pour une partie des biens,
en particulier pour le capital terrien et agricole. En Allemagne, il faut attendre la République de Weimar en 1919 pour que soit aboli l'équivalent germanique des Entails. À l'époque de la Révolution française, ces législations égalitaires, anti-autoritaires, il s'agit notamment de remettre en cause l'autorité des parents tout en affirmant celle du nouveau chef de famille au détriment parfois de celle des épouses, et libérales, absolument révolutionnaires pour l'époque, suscitent un optimisme considérable, tout du moins parmi les hommes. Les partisans de la Révolution sont convaincus qu'ils tiennent là la clé de l'égalité future. Si l'on ajoute à cela que le Code civil donne à chacun la même égalité de droit face au marché et à la propriété, et que les corporations sont abolies, l'issue finale ne fait aucun doute. Un tel système ne peut qu'aboutir à la disparition des inégalités du passé. Cet optimisme s'exprime par exemple avec force dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, publié en 1794 par le marquis de Condorcet. Il est aisé de prouver, écrit-il, que les fortunes tendent naturellement à l'égalité et que leur excessive disproportion ou ne peut exister ou doit promptement cesser, si les lois civiles n'établissent pas des moyens factices de les perpétuer et de les réunir, et si la liberté du commerce et de l'industrie fait disparaître l'avantage que toute loi prohibitive, tout droit fiscal, donne à la richesse acquise. En théorie, les femmes ont selon le Code civil les mêmes droits que les hommes en matière de partage patrimonial. Mais l'épouse ne peut disposer librement de ses biens. Les asymétries en cette matière, ouverture et gestion des comptes en banque, vente des biens, etc., ne disparaîtront totalement que dans les années 70. Si bien qu'en pratique, le nouveau droit est avant tout favorable aux chefs de famille. Les cadets et les benjamins acquièrent les droits des aînés, mais les filles restent à la traîne. Le Code civil est l'illusion de la Révolution française. Comment dès lors expliquer que la concentration des patrimoines n'ait cessé de progresser en France tout au long du XIXe siècle et ait atteint à la Belle Époque un niveau plus extrême encore qu'au moment de l'introduction du Code civil et à peine plus faible qu'au Royaume-Uni, monarchique et aristocratique? De toute évidence, l'égalité des droits et des opportunités ne suffit pas à mener à l'égalité des fortunes. En vérité, dès lors que le taux de rendement du capital dépasse fortement et durablement le taux de croissance, la dynamique de l'accumulation et de la transmission des patrimoines conduit mécaniquement à une très forte concentration de la propriété, et le partage égalitaire à l'intérieur des fratries n'y change pas grand-chose. Comme nous l'avons indiqué plus haut, il existe toujours des chocs démographiques ou économiques au sein des trajectoires patrimoniales familiales. On peut démontrer, à l'aide d'un modèle mathématique relativement simple, que pour une structure donnée de chocs de cette nature, l'inégalité de la répartition des patrimoines tend à s'approcher dans le long terme d'un niveau d'équilibre, et que ce niveau d'équilibre est une fonction croissante de l'écart RG entre le taux de rendement et le taux de croissance. Intuitivement, la différence RG mesure la vitesse avec laquelle un patrimoine dont les revenus seraient entièrement réépargnés et recapitalisés creuse l'écart avec le revenu moyen. Plus RG est élevé, et plus la force de divergence est puissante. Si les chocs démographiques et économiques prennent une forme multiplicative, un bon ou un mauvais investissement a un effet d'autant plus fort que le capital initial est important, la répartition d'équilibre atteinte dans le long terme prend la forme d'une loi de Pareto, forme mathématique qui est celle d'une fonction puissance et qui permet de décrire relativement bien les répartitions observées. On peut montrer assez simplement que le coefficient de cette loi de Pareto, qui mesure le degré d'inégalité de la répartition de la propriété, est une fonction fortement croissante de la différence RG. Concrètement, si l'écart entre le rendement du capital et la croissance prend une valeur aussi forte que celle observée en France au XIXe siècle, avec un rendement moyen de l'ordre de 5% par an et une croissance de l'ordre de 1% par an, alors ce modèle prédit que le processus dynamique et cumulatif d'accumulation des fortunes conduira mécaniquement à une concentration patrimoniale extrêmement forte,
avec typiquement autour de 90% du capital détenu par le décile supérieur de la hiérarchie et plus de 50% pour le centile supérieur. Autrement dit, l'inégalité fondamentale R supérieure à G permet de rendre compte de la très forte inégalité du capital observée au XIXe siècle et d'une certaine façon de l'échec de la Révolution française. Car si les assemblées révolutionnaires ont mis en place une fiscalité universelle et nous ont au passage fourni un incomparable observatoire des patrimoines, outil inestimable de connaissance, la vérité est que les taux d'imposition finalement retenus étaient tellement faibles, à peine 1-2%, sur les patrimoines transmis en ligne directe tout au long du XIXe siècle, y compris pour les plus grosses successions, qu'il ne pouvait avoir aucun impact décelable sur l'écart entre le taux de rendement du capital et le taux de croissance. Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce que les inégalités de fortune soient presque aussi fortes au XIXe siècle et à la Belle Époque dans la France républicaine que dans le Royaume-Uni monarchique. La nature formelle du régime pèse peu par comparaison à l'inégalité R supérieure à G. Quant à la question du partage égalitaire entre frères et sœurs, elle pèse un peu, mais moins que l'écart R-G. Concrètement, la primogéniture, ou plus précisément la primogéniture pour les terres agricoles, de moins en moins importante en proportion du capital national britannique au cours du XIXe siècle, contribue à accroître l'ampleur des chocs démographiques et économiques. Cela crée une inégalité supplémentaire suivant le rang dans la fratrie, et conduit à un coefficient de Pareto plus élevé et à une plus forte concentration du capital. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi la part du décile supérieur est légèrement plus élevée au Royaume-Uni vers 1900-1910, un peu plus de 90% du patrimoine total contre un peu moins de 90% en France, et surtout pourquoi la part du centile supérieur est significativement plus forte outre-Manche, 70% contre 60%, ce qui semble notamment s'expliquer par le maintien d'un petit nombre de très grands domaines terriens. Mais cet effet est en partie compensé par la faiblesse de la croissance démographique française. L'inégalité cumulative des patrimoines est structurellement plus forte avec une population stagnante, toujours au travers de l'écart R-G, et n'a finalement qu'un impact modéré sur la répartition d'ensemble, qui est finalement très proche dans les deux pays. À Paris, où le Code civil napoléonien s'applique avec toute sa rigueur depuis 1804 et où l'inégalité ne peut être mise sur le compte des aristocrates britanniques ou de la reine d'Angleterre, le centile supérieur de la hiérarchie des fortunes détient en 1913 plus de 70% du patrimoine total, c'est-à-dire encore plus qu'au Royaume-Uni. La réalité est tellement frappante qu'elle a même atteint le monde du dessin animé. Dans Les Aristochats, dont l'action se déroule à Paris en 1910, le montant de la fortune de la vieille dame n'est pas précisé. Mais si l'on en juge par la splendeur de l'hôtel particulier et par l'énergie que met le majordome Edgar pour se débarrasser de Duchesse et de ses 3 chatons, la somme doit sans doute être conséquente. On notera également que, du point de vue de la logique R supérieure à G, le fait que le taux de croissance soit passé d'à peine 0,2% par an jusqu'au XVIIe siècle à 0,5% au XVIIIe siècle, puis 1% au XIXe siècle, ne semble pas avoir fait beaucoup de différence. Par comparaison à un taux de rendement de l'ordre de 5%, cela ne change pas grand-chose, d'autant plus que la révolution industrielle semble avoir eu pour effet d'accroître légèrement le rendement du capital. D'après le modèle théorique, pour que l'inégalité de la répartition d'équilibre diminue sensiblement, pour un taux de rendement donné de l'ordre de 5% par an, il faut que le taux de croissance dépasse les 1,5-2%, ou bien que des impôts sur le capital réduisent le rendement net au-dessous de 3,5%, ou les deux à la fois, nous y reviendrons. Précisons enfin que si l'écart RG entre le rendement du capital et le taux de croissance dépasse un certain seuil, il n'existe plus de répartition d'équilibre. Les inégalités patrimoniales croissent sans limite et le sommet de la distribution diverge indéfiniment par rapport à la moyenne. Le niveau exact de ce seuil dépend naturellement des comportements d'épargne.
La divergence a d'autant plus de chances de se produire que les détenteurs de patrimoine élevé ne savent plus très bien comment dépenser leur argent et n'ont d'autre choix que d'en recapitaliser une large part. Là encore, les Aristochats sont une bonne référence. Adélaïde de bonne famille dispose manifestement de rentes considérables, à tel point qu'elle ne sait plus quoi inventer pour chérir Duchesse, Marie, Toulouse et Berlioz, qui passent de cours de piano en leçons de peinture, où ils s'ennuient un peu. Nous verrons dans le prochain chapitre que ce cas de figure explique très bien la hausse tendancielle de la concentration des patrimoines en France, et particulièrement à Paris à la Belle Époque. Les détenteurs de patrimoine importants sont de plus en plus âgés et réépargnent une part importante de leur rente, si bien que leur capital croît sensiblement plus vite que la croissance de l'économie. Comme nous l'avons noté, une telle spirale inégalitaire ne peut en principe pas durer indéfiniment. Le mécanisme stabilisateur passe par le fait que l'épargne en question ne saura plus où s'investir, et que le rendement mondial du capital finira par chuter, de façon qu'une répartition d'équilibre voit le jour et que les inégalités se stabilisent. Mais cela peut prendre longtemps, et vu qu'en 1913 la part du centile supérieur dans les fortunes parisiennes dépassait déjà les 70%, on peut légitimement s'inquiéter sur le niveau auquel cette stabilisation aurait eu lieu en l'absence des chocs entraînés par la Première Guerre mondiale. Pareto et l'illusion de la stabilité des inégalités. Un point de méthode et d'histoire sur les mesures statistiques des inégalités est ici utile. Nous avons déjà évoqué dans le chapitre 7 le cas du statisticien italien Corrado Gini et de son fameux indicateur visant à résumer les inégalités d'un pays, tellement synthétique qu'il finit par donner une vision un peu trop technique et apaisée, et surtout peu lisible, des inégalités. Un cas plus intéressant encore est celui de son compatriote, Vilfredo Pareto, dont les principaux travaux sont publiés dans les années 1890-1910, à commencer par la fameuse loi de Pareto. Dans l'entre-deux-guerres, les fascistes italiens firent de Pareto et de sa théorie des élites l'un de leurs économistes officiels, non sans un certain sens de la récupération. Il faut dire que Pareto avait salué l'arrivée au pouvoir de Mussolini peu avant sa mort en 1923, et surtout que ses thèses sur l'implacable stabilité des inégalités, qu'il serait illusoire selon lui de prétendre vouloir modifier, avaient objectivement de quoi les séduire. Ce qui frappe le plus, quand on lit les travaux de Pareto, avec le recul d'aujourd'hui, est qu'il ne disposait de toute évidence d'aucune donnée susceptible de conclure à une telle stabilité. Pareto écrit vers 1900, il utilise les quelques tabulations fiscales disponibles à son époque, issues des impôts sur les revenus appliqués en Prusse et en Saxe, ainsi que dans quelques villes suisses et italiennes dans les années 1880-1890. Il s'agit de données éparses, portant au maximum sur une dizaine d'années, et qui de surcroît indiquent plutôt une légère tendance à la hausse des inégalités, ce que Pareto cherche à dissimuler, non sans une certaine mauvaise foi. En tout état de cause, il est bien évident que de tels matériaux ne permettent pas de conclure quoi que ce soit concernant les tendances de long terme ou la stabilité des inégalités dans l'histoire universelle. Au-delà de la question des préjugés politiques, Pareto se méfiait par-dessus tout des socialistes et de leurs illusions redistributrices. En cela, il ne différait guère de nombreux collègues de son temps, comme le roi Beaulieu, qu'il appréciait et sur lesquels nous reviendrons. Le cas de Pareto est intéressant, car il illustre une certaine illusion de la stabilité éternelle à laquelle conduit parfois l'usage immodéré des mathématiques en sciences sociales. En cherchant à étudier à quelle vitesse le nombre de contribuables diminue quand on s'élève dans la hiérarchie des revenus, Pareto constate que ce rythme de décroissance peut être approximé par une loi mathématique que l'on appellera par la suite loi de Pareto, et qui est simplement une fonction puissance, power law. De fait, encore aujourd'hui, les répartitions de patrimoine ainsi que les répartitions de revenus, qui découlent en partie des revenus de patrimoine, peuvent être étudiées en utilisant cette même famille de courbes mathématiques. Encore faut-il préciser que cela ne vaut que pour le sommet de ces répartitions et qu'il ne s'agit que d'une relation approximative, valable localement, et qui peut notamment s'expliquer par des processus de choc multiplicatifs tels que ceux décrits plus haut.
De plus, et surtout, il est important de bien comprendre qu'il s'agit d'une famille de courbes et non d'une courbe unique. Tout dépend des coefficients et des paramètres qui caractérisent cette courbe. En l'occurrence, les données que nous avons rassemblées dans le cadre de la World Top Incomes Database, ainsi que les données sur les inégalités de patrimoine que nous venons de présenter, démontrent que les coefficients de Pareto ont énormément varié historiquement. Quand on dit qu'une courbe de répartition des richesses suit une loi de Pareto, on n'a en vérité rien dit du tout. Il peut s'agir tout aussi bien d'une répartition où le décile supérieur détient à peine plus de 20% du revenu total, à l'image d'une répartition scandinave des revenus dans les années 1970-1980, que d'une répartition où le décile supérieur détient 50% du total, à l'image d'une répartition américaine des revenus dans les années 2000-2010, ou encore d'une répartition où le décile supérieur détient 90% du total, à l'image d'une répartition française ou britannique des patrimoines dans les années 1900-1910. Il s'agit chaque fois de lois de Pareto, mais avec des coefficients totalement distincts. Ces différentes réalités sociales, économiques et politiques n'ont évidemment rien à voir les unes avec les autres. Encore aujourd'hui, certains s'imaginent parfois, à la suite de Pareto, que la répartition des richesses se caractériserait par une implacable stabilité, conséquence d'une loi presque divine. En vérité, rien n'est plus faux. Quand on étudie les inégalités dans une perspective historique, ce qui est important et ce qui doit être expliqué, ce ne sont pas les légères stabilités, mais bien plutôt les changements considérables. En l'occurrence, s'agissant de la concentration des patrimoines, un mécanisme transparent permettant de rendre compte des très fortes variations historiques observées, au niveau des coefficients de Pareto comme de la part du décile supérieur et du centile supérieur dans le patrimoine total, est lié à la différence RG entre le rendement du capital et le taux de croissance. Pourquoi l'inégalité patrimoniale du passé ne s'est-elle pas reconstituée? Venons-en maintenant à la question essentielle. Pourquoi l'inégalité patrimoniale de la Belle Époque ne s'est-elle pas reconstituée? Et est-on bien sûr que ces raisons soient définitives et irréversibles? Précisons d'emblée que nous ne pouvons apporter de réponse parfaitement certaine et satisfaisante. Plusieurs facteurs ont joué un rôle important et joueront un rôle essentiel à l'avenir, et il est tout simplement impossible d'afficher en cette matière des certitudes mathématiques. La très forte réduction des inégalités patrimoniales à la suite des chocs des années 1914-1945 est la partie la plus facile à expliquer. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, les patrimoines ont subi une série de chocs extrêmement violents à la suite des guerres et des politiques entraînées par les guerres, conduisant à un effondrement du rapport capital-revenu. On pourrait certes s'imaginer que cette réduction des fortunes aurait dû frapper tous les patrimoines de façon proportionnelle, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, laissant par là même inchangée l'inégalité du capital. Mais ce serait oublier que tous les patrimoines n'ont pas les mêmes origines et ne jouent pas les mêmes fonctions. Tout en haut de la hiérarchie des fortunes, le patrimoine est le plus souvent le produit d'une accumulation venant de loin, et cela prend beaucoup plus de temps de reconstituer des fortunes aussi importantes que d'accumuler un patrimoine modeste et moyen. En outre, les plus hauts patrimoines servent à financer un niveau de vie. Or, les données détaillées que nous avons collectées dans les archives successorales démontrent sans ambiguïté que nombre de rentiers au cours de l'entre-deux-guerres n'ont pas réduit leur train de vie suffisamment vite après les chocs subis par les patrimoines et leurs revenus à la suite de la Première Guerre mondiale et des années 1920-1930, si bien qu'ils se sont retrouvés à amputer progressivement leur capital pour financer leurs dépenses courantes et par conséquent à transmettre un patrimoine sensiblement plus faible que celui qu'ils avaient reçu et ne permettant en aucune façon de prolonger l'équilibre social antérieur. Les données parisiennes sont particulièrement frappantes sur ce point. Par exemple, on peut calculer que les 1% des héritiers parisiens les plus riches disposent à la Belle Époque d'un patrimoine leur permettant de financer un niveau de vie de l'ordre de 100 fois plus élevé que le salaire moyen de l'époque, soit un niveau de vie de l'ordre de 2,5 millions d'euros annuels, tout en réinvestissant une petite partie du rendement du capital, de façon à faire progresser légèrement le patrimoine reçu.
De 1872 à 1912, le système paraît parfaitement équilibré. Ce groupe transmet à la génération suivante de quoi financer un train de vie également de l'ordre de 80-100 fois le salaire moyen de la génération suivante, voire un peu plus, d'où un accroissement tendanciel de la concentration des fortunes. L'équilibre se brise tout net dans l'entre-deux-guerres. Les 1% des héritiers parisiens les plus riches continuent de vivre approximativement comme par le passé, mais ce qu'ils laissent à la génération suivante permet de financer un niveau de vie d'à peine 30-40 fois le salaire moyen de l'époque, voire 20 fois à la fin des années 1930. Pour les rentiers, c'est le début de la fin. Il s'agit sans doute du mécanisme le plus important expliquant la déconcentration des patrimoines observés dans tous les pays européens et dans une moindre mesure aux États-Unis, à la suite des chocs des années 1914-1945. Ajoutons que la composition des plus hauts patrimoines les exposait plus massivement, en moyenne, aux pertes en capital entraînées par les deux guerres mondiales. En particulier, les données détaillées sur la composition des portefeuilles disponibles dans les archives successorales montrent que les actifs étrangers représentaient jusqu'à un quart des patrimoines les plus importants à la veille de la Première Guerre mondiale, dont près de la moitié pour les obligations publiques émises par les États étrangers, et notamment par la Russie, qui s'apprêtait à faire défaut. Même si nous ne disposons malheureusement pas de données similaires aussi précises pour le Royaume-Uni, il ne fait aucun doute que les actifs étrangers jouaient un rôle au moins aussi important pour les hauts patrimoines britanniques. Or, en France, comme au Royaume-Uni, les actifs étrangers ont quasiment disparu à la suite des deux guerres mondiales. Il ne faut toutefois pas surestimer l'importance de ce facteur explicatif, dans la mesure où les détenteurs des patrimoines les plus élevés sont parfois les plus à même de procéder au bon moment aux réallocations de portefeuilles les plus profitables. En outre, il est frappant de constater que tous les niveaux de patrimoine, et pas seulement les plus élevés, comprenaient à la veille de la Première Guerre mondiale des quantités non négligeables d'actifs étrangers. De façon générale, si l'on examine la structure des patrimoines parisiens à la fin du XIXe et à la Belle Époque, on ne peut qu'être frappé par le caractère extrêmement diversifié et moderne de ces portefeuilles. À la veille de la guerre, les biens immobiliers représentent à peine plus du tiers des actifs, dont approximativement les 2 tiers pour des biens immobiliers parisiens et à peine 1 tiers pour les biens provinciaux, dont une petite quantité de terres agricoles, alors que les actifs financiers en constituent près des 2 tiers et se décomposent en différents ensembles conséquents d'actions et d'obligations, françaises et étrangères, publiques et privées, relativement équilibrés à tous les niveaux de fortune. Voir tableau 10.1. On notera que l'immobilier parisien, qui à l'époque se détenait principalement au niveau de l'immeuble dans son ensemble, était inaccessible pour les patrimoines moyens et modestes, qui sont les seuls pour lesquels les biens immobiliers provinciaux, et en particulier les terres agricoles, ont encore une certaine importance. César Birotteau, en refusant à sa femme un placement aussi ringard que quelques bonnes terres près de Chinon, se voulait audacieux et précurseur. Mal lui en a pris. La société de rentiers qui s'épanouit à la Belle Époque n'est pas une société du passé fondée sur le capital terrien et statique. Elle incarne au contraire une certaine modernité patrimoniale et financière. Simplement, la logique cumulative de l'inégalité R supérieure à G la rend prodigieusement et durablement inégalitaire. Des marchés plus libres et plus concurrentiels, des droits de propriété mieux assurés ont peu de chances de réduire les inégalités dans une telle société, puisque ces conditions sont déjà remplies au plus haut point. Et, de fait, ce sont les chocs subis par les patrimoines et leurs revenus à partir de la Première Guerre mondiale qui ont modifié cet équilibre. Rappelons enfin que la période 1914-1945 s'est achevée dans plusieurs pays européens, et notamment en France, par un certain nombre de redistributions qui ont beaucoup plus fortement touché les plus hauts patrimoines, et en particulier les actionnaires des grandes sociétés industrielles, que les patrimoines modestes et moyens. On pense notamment aux nationalisations sanctions de la Libération. L'exemple emblématique est celui de la Régie Renault, ainsi qu'à l'impôt de solidarité nationale institué également en 1945. Cet impôt exceptionnel et progressif, prélevé à la fois sur le capital et sur les enrichissements survenus au cours de l'occupation, ne fut prélevé qu'une seule fois, mais ces taux extrêmement élevés ont constitué un choc supplémentaire très lourd pour les personnes concernées.
Les éléments d'explication, le temps, l'impôt et la croissance. Au final, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la concentration des patrimoines ait fortement diminué dans tous les pays entre 1910 et 1950. Autrement dit, la portion descendante des graphiques 10.1, 10.5, consacrée à l'inégalité des patrimoines en France, au Royaume-Uni, en Suède et aux États-Unis, n'est pas la partie la plus difficile à expliquer. La partie la plus étonnante a priori, et d'une certaine façon la plus intéressante, est que la concentration des patrimoines ne semble s'être jamais remise de ces chocs. Il faut certes insister sur le fait que l'accumulation du capital est un processus de long terme, s'étalant sur plusieurs générations. La concentration patrimoniale observée en Europe à la Belle Époque est la conséquence d'un processus cumulatif s'étalant sur de nombreuses décennies, voire sur plusieurs siècles. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, il faut attendre les années 2000-2010 pour que le total des patrimoines privés, immobiliers et financiers, exprimés en années de revenu national, retrouve approximativement le niveau qui était le sien à la veille de la Première Guerre mondiale, ce processus de remontée historique du rapport capital-revenu dans les pays riches est d'ailleurs, selon toute vraisemblance, toujours en cours. Pour ce qui concerne la répartition des patrimoines, il aurait été tout aussi peu réaliste de s'imaginer que la violence des chocs des années 1914-1945 puisse s'effacer en 10 ou 20 ans et que la concentration des fortunes retrouve dans les années 1950-1960 son niveau de 1910. On peut également remarquer que l'inégalité du capital est repartie à la hausse depuis les années 1970-1980. Il est donc possible qu'un processus de rattrapage, plus lent encore que la remontée du rapport capital-revenu, soit en cours et que la concentration patrimoniale s'apprête à retrouver mécaniquement ses niveaux du passé. Cette première explication, fondée sur l'idée que le temps écoulé depuis 1945 n'est pas suffisamment long, a sa part de vérité. Mais elle est insuffisante. Quand on examine l'évolution de la part du décile supérieur de la hiérarchie des patrimoines, et plus encore la part du centile supérieur, qui était de l'ordre de 60-70% du patrimoine total dans tous les pays européens vers 1910, et qui n'est que de 20-30% en 2010, on a nettement l'impression qu'un changement structurel s'est produit à la suite des chocs des années 1914-1945. Un changement qui empêche à la concentration patrimoniale de retrouver entièrement ses niveaux antérieurs. L'enjeu n'est pas seulement quantitatif, loin de là. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, en reprenant la question posée par le discours de Vautrin au sujet des niveaux de vie auxquels l'héritage et le travail permettent d'accéder, la différence entre une part de 60-70% et une part de 20-30% du patrimoine national détenu par le centile supérieur est relativement simple. Dans un cas, le centile supérieur de la hiérarchie des revenus est très nettement dominé par les hauts revenus issus du capital hérité. Nous sommes dans la société de rentiers décrite par les romanciers du XIXe siècle. Dans le second, les hauts revenus du travail, pour une répartition donnée, équilibrent approximativement les hauts revenus du capital. Nous sommes passés à une société de cadres, ou tout du moins à une société plus équilibrée. De même, l'apparition d'une classe moyenne patrimoniale détenant collectivement entre un quart et un tiers du patrimoine national, et non plus entre un vingtième et un dixième, c'est-à-dire guère plus que la moitié la plus pauvre de la société, correspond à une transformation sociale majeure. Quels sont donc les changements structurels intervenus entre 1914 et 1945, et plus généralement au cours du XXe siècle, par comparaison au siècle précédent, qui font que la concentration patrimoniale ne semble pas en mesure de retrouver entièrement ses niveaux antérieurs, alors même que les patrimoines privés considérés dans leur ensemble ont pratiquement renoué en ce début de XXIe siècle avec leur prospérité d'antan. L'explication la plus naturelle et la plus importante est l'apparition, au cours du siècle dernier, d'une fiscalité significative sur le capital et sur ses revenus. Il est important d'insister sur le fait que la très forte concentration patrimoniale observée en 1900-1910 est le produit d'une longue période historique sans guerre ou catastrophe majeure, tout du moins par comparaison à la violence des conflits du XXe siècle, et aussi, et peut-être surtout, d'un monde sans impôts, ou presque. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'existe dans la plupart des pays aucun impôt sur les revenus du capital ou sur les bénéfices des sociétés.
Dans les rares cas où de tels impôts existent, ils sont prélevés à des taux très faibles. Il s'agit donc de conditions idéales pour accumuler et transmettre des fortunes considérables et vivre des revenus produits par ces patrimoines. Au cours du XXe siècle, de nombreuses formes d'imposition des dividendes, des intérêts, des profits et des loyers sont apparues, ce qui a radicalement changé la donne. Pour simplifier, on peut considérer dans un premier temps que le taux moyen d'imposition du rendement du capital était très proche de 0% jusqu'en 1900-1910, et dans tous les cas inférieur à 5%, et qu'il s'est établi en moyenne dans les pays riches aux alentours de 30% à partir des années 1950-1980, et dans une certaine mesure jusqu'aux années 2000-2010, même si la tendance récente est clairement une pression à la baisse dans le cadre de la concurrence fiscale entre États, venant notamment des pays de plus petite taille. Or, un taux moyen d'imposition de l'ordre de 30%, qui revient à réduire un rendement du capital avant impôt de 5% à un rendement net d'impôt de 3,5%, est en soi suffisant pour avoir des effets considérables à long terme, compte tenu de la logique multiplicative et cumulative qui caractérise le processus dynamique d'accumulation et de concentration des patrimoines. En utilisant les modèles théoriques décrits plus haut, on peut montrer qu'un taux d'imposition effectif de 30%, s'il s'applique effectivement à toutes les formes de capital, peut être suffisant pour expliquer à lui seul une très forte déconcentration patrimoniale, du même ordre que la baisse de la part du centile supérieur observée historiquement. Il faut souligner que l'impôt, dans ce cadre, n'a pas pour effet de réduire l'accumulation totale de patrimoine, mais de modifier structurellement la répartition à long terme du patrimoine entre les différents déciles de la hiérarchie des fortunes. Du point de vue du modèle théorique, comme d'ailleurs dans la réalité historique, le fait de faire passer le taux d'imposition du capital de 0 à 30% et le rendement net du capital de 5 à 3,5% peut très bien n'avoir aucun effet sur le stock total de capital à long terme, pour la bonne et simple raison que la baisse des patrimoines du centile supérieur est compensée par la montée de la classe moyenne. Ceci est précisément ce qui s'est produit au XXe siècle, une leçon parfois oubliée aujourd'hui. De ce point de vue, il faut également prendre en compte le développement au cours du XXe siècle d'impôts progressifs, c'est-à-dire pesant à des taux structurellement plus lourds d'une part sur les plus hauts revenus et tout particulièrement les hauts revenus du capital, tout du moins jusqu'aux années 1970-1980, et d'autre part sur les plus hautes successions. Au XIXe siècle, les impôts successoraux étaient extrêmement faibles, tout juste 1-2% sur les transmissions de parents à enfants. Un tel impôt n'a évidemment aucun effet sensible sur le processus d'accumulation des patrimoines. Il s'agissait davantage d'un droit d'enregistrement destiné à protéger le droit de propriété. L'impôt successoral français devient progressif en 1901, mais le taux le plus élevé applicable en ligne directe ne dépasse pas 5%, et encore ne s'applique-t-il qu'à quelques dizaines de successions chaque année. Un tel taux, prélevé une fois par génération, ne peut pas avoir beaucoup d'effet sur la concentration patrimoniale, quoi qu'aient pu en penser les détenteurs de patrimoine à l'époque. Il en va différemment des taux de 20-30%, voire parfois bien davantage, qui, à la suite des chocs militaires, économiques et politiques des années 1914-1945, se sont appliqués aux plus hautes successions dans la plupart des pays riches. La conséquence est que chaque génération doit maintenant réduire son train de vie et épargner davantage, ou bien réaliser des investissements particulièrement profitables, afin de permettre au patrimoine familial de croître aussi vite que le revenu moyen de la société. Il devient donc plus difficile de maintenir son rang. Inversement, il devient plus aisé à ceux qui partent de plus bas de se faire une place, par exemple en rachetant les entreprises ou les actifs vendus au moment d'une succession. Des simulations simples montrent là encore qu'un impôt progressif sur les successions peut réduire très fortement la part du centile supérieur caractérisant la répartition des patrimoines dans le long terme. Les différences entre les régimes successoraux applicables dans les différents pays peuvent également contribuer à expliquer certains écarts entre pays, comme la plus forte concentration des très hauts revenus du capital, qui semble renvoyer à une plus forte concentration patrimoniale, observée outre-Rhin depuis la Seconde Guerre mondiale,
l'impôt successoral appliqué aux plus fortes successions n'a généralement pas dépassé 15-20% en Allemagne, alors qu'il a souvent atteint 30-40% en France. Le raisonnement théorique, comme les simulations numériques, suggère que l'évolution du rôle joué par l'impôt peut suffire à expliquer, sans même évoquer d'autres transformations structurelles, l'essentiel des évolutions observées. Il faut à ce sujet redire que la concentration patrimoniale, bien que sensiblement plus faible qu'en 1900-1910, demeure extrêmement forte. Nul besoin donc d'un système fiscal parfait et idéal pour parvenir à un tel résultat et pour rendre compte d'une transformation dont il ne faut pas exagérer l'ampleur. Le XXIe siècle sera-t-il encore plus inégalitaire que le XIXe siècle ? Compte tenu des nombreux effets en jeu et des multiples incertitudes liées à ces simulations, il serait cependant tout à fait excessif d'en conclure que d'autres facteurs n'ont pas également joué un rôle significatif. Dans le cadre de notre analyse, on voit déjà que 2 éléments ont probablement joué un rôle important, indépendamment de toute transformation du système fiscal, et peuvent continuer de jouer un rôle significatif à l'avenir. D'une part, la légère et probable baisse de la part du capital et du taux de rendement du capital à très long terme, et d'autre part, le fait qu'en dépit du ralentissement prévisible de la croissance au cours du XXIe siècle, le taux de croissance, tout du moins dans sa composante proprement économique, c'est-à-dire le taux de croissance de la productivité, en clair, le progrès des connaissances et les inventions technologiques se situera à l'avenir à un niveau sensiblement plus élevé que le niveau extrêmement faible observé pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, jusqu'au XVIIIe siècle. Concrètement, comme l'indique le graphique 10.11, il est probable que l'écart RG sera à l'avenir plus faible que ce qu'il était jusqu'au XVIIIe siècle, à la fois du fait d'un rendement plus faible, par exemple 4,5% au lieu de 4,5% et d'une croissance plus forte, 1%, 1,5% au lieu de 0,1, 0,2%, y compris dans le cas de figure où la concurrence entre États mènerait à la suppression de toute forme d'imposition du capital. Si l'on en croit les simulations théoriques, cela impliquerait que la concentration du patrimoine, y compris dans ce cas de figure, ne retournerait pas nécessairement au niveau extrême de 1900-1910. Il n'y aurait pourtant pas lieu de se réjouir, d'une part parce que cette situation mènerait tout de même à une progression très forte des inégalités patrimoniales, la part de la classe moyenne dans le patrimoine national pourrait être divisée approximativement par 2, il n'est pas sûr du tout que cela soit accepté comme un pis-aller par le corps social et politique. Et d'autre part, parce que ces simulations théoriques restent relativement certaines et qu'il existe d'autres forces poussant potentiellement dans la direction inverse, celle d'une concentration du capital encore plus forte qu'en 1900-1910. Il s'agit en particulier de la possibilité d'une croissance démographique négative, qui pourrait pousser la croissance du XXIe siècle, notamment dans les pays riches, à des niveaux inférieurs à ceux du XIXe, ce qui pourrait conduire à donner au patrimoine accumulé dans le passé une importance inconnue jusqu'ici, et d'une possible tendance vers un marché du capital de plus en plus sophistiqué, de plus en plus parfait au sens des économistes, ce qui, rappelons-le, signifie que le rendement obtenu est de plus en plus déconnecté des caractéristiques individuelles du détenteur, et donc pousse dans un sens rigoureusement inverse à celui des valeurs méritocratiques, et renforce la logique de l'inégalité R supérieure à G. Nous verrons également dans le chapitre 12 que la globalisation financière semble engendrer un lien de plus en plus fort entre le rendement obtenu et la taille initiale du portefeuille investi, et que cette inégalité des rendements du capital constitue une force de divergence supplémentaire et extrêmement inquiétante pour la dynamique de la répartition mondiale des patrimoines au XXIe siècle. Résumons. Le fait que la concentration de la propriété du capital soit en ce début de XXIe siècle sensiblement plus faible dans les pays européens que ce qu'elle était à la Belle Époque, et pour une large part la conséquence combinée d'événements accidentels, les chocs des années 1914-1945,
et d'institutions spécifiques, en particulier dans le domaine de la fiscalité du capital et de ses revenus. Si ces institutions devaient être définitivement mises à mal, il existe un fort risque pour que ressurgissent des inégalités patrimoniales proches de celles observées dans le passé, voire supérieures sous certaines conditions. Rien n'est certain en ce domaine, et pour aller plus loin dans cette direction, il nous faut maintenant étudier plus directement la dynamique de l'héritage, puis la dynamique mondiale dans les patrimoines. Mais une conclusion apparaît d'ores et déjà clairement, il serait illusoire d'imaginer qu'il existe dans la structure de la croissance moderne ou dans les lois de l'économie de marché des forces de convergence menant naturellement à une réduction des inégalités patrimoniales ou à une harmonieuse stabilisation.